Tu te souviens la première saison de No Life, quand tu mettais, toutes les semaines, tu mettais le t-shirt Cave de survivant? Bah oui, c'était mon plus beau. Bah là c'est un peu pareil, là. Chaque semaine tu nous ressors ton t-shirt Jojo no Kimi Boken. Ah, excuse-moi Alex, je me permets de te reprendre puisque tu aimes bien qu'on soit précis pointu. C'est pas Jojono, monsieur, c'est Jojono. Moi c'est que Jojono. Ah ouais. Mais Alex, tu te souviens de la première saison? Il y avait un truc, c'était terrible, quand t'essayais de me faire les concours. Ah mais t'étais mauvais pour ça. Ah bah. 30 prises au moins. Ah bah. Bon, je t'aime bien, hein, mais là... Mais je sais, je suis désolé, mais il y avait tellement d'informations à donner, il fallait donner les noms de tout. Mais si tu nous donnais le sommaire. Alors, comme on est mardi, il y aura le reportage de Small World, il y aura le temps perdu et Retro et Magic. Et tout de suite, on commence par les news. C'est peut-être mieux si tu dis temps perdu plutôt que le temps perdu. Ah merde, j'ai encore dit le... Mais c'est bon, regarde. C'était prévisible, la bêta d'Halo Reach est un énorme succès. Plus d'1 million de joueurs ont déjà essayé le prochain et dernier épisode d'Halo. En prime, 157 millions de frags auraient déjà été effectués. En fait, si ces chiffres sont impressionnants, le résultat était carrément envisageable pour Microsoft, étant donné le succès d'Halo au DST. Pour accéder à la bêta de Reach, il fallait en effet avoir acheté ce spin-off. Bref, Bungie et Microsoft se frottent les mains. Activision aussi dans son coin qui doit se dire que l'accord passé avec les créateurs d'Halo est décidément une excellente affaire. Qui l'eût cru? L'un des plus gros succès de l'année 2009 pour Ubisoft aux côtés d'Assassin's Creed 2 et de The Lapin Crétin la grosse aventure n'est autre que le jeu Wii Just Dance. Avec 3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Just Dance est donc l'un des très rares titres d'éditeurs tiers à parvenir à s'imposer sur la console. Le top des ventes sur Wii étant notoirement trusté par les jeux Nintendo, on peut donc être sûr qu'Ubisoft va nous pondre des suites à gogo. Ils profitent d'ailleurs des chiffres faramineux de leur titre casual pour lancer un grand concours casting décidé justement à Just Dance 2. Organisé dans plusieurs pays, dont la France, les US et l'Angleterre, ce concours de danse permettra aux grands gagnants de chaque pays de voir sa performance et sa bouille intégrées au jeu. Pour les amateurs, jetez un œil à la page officielle Facebook du jeu. Fullmetal Alchemist Brotherhood est annoncé pour le moment à la mi-juin sur PSP. Orienté combat et multijoueur à 4 avec le mode Wi-Fi ad hoc, il proposera aux joueurs d'incarner de nombreux personnages du manga, comme les frères Elric, Reza Oki, Roy Mustang ainsi que les Homunculus. Les combats se dérouleront dans une dizaine d'arènes, reprenant les décors de Central City, Ishval ou encore Rezemboul. So, you want to be a fighter? This is how. L'une des caractéristiques principales de la série UFC Undisputed, initiée l'an dernier par THQ, c'est sa violence, ou plutôt sa brutalité. Les combattants ne laissent rien passer et la moindre ouverture est l'occasion de castagner violemment le visage de son adversaire, histoire de lui faire sauter quelques dents, de lui ouvrir l'arcade sourcilière ou encore de lui démettre la mâchoire. Le tout agrémenté d'un peu de sang si possible. L'un des combattants qui incarne le mieux cet état d'esprit, c'est Chuck Liddell, le genre de type auquel il vaut mieux éviter de se frotter. La preuve. I get my chance with Tito Ortiz at UFC 47. After the first round, Ortiz pushes the ref into me. I don't appreciate it. And in the second round, I let him know. A career is more than belts. It's a journey, it's a challenge, it's a struggle. I think about my weakness, and I work to destroy it. I've won fights, I've won belts, and I've lost them. But I never lose a fight in me. So, you want to be a fighter? This is how. Tu te souviens de la fois où t'as dit aux gens, pour gagner les pochettes Lucali, surtout faut pas m'envoyer de mail? Ouais.
C'est de la torture psychologique, là, ils devenaient fous les gens. Mais si j'envoie pas de mail, je gagnerai jamais. Mais si j'envoie un mail, je suis disqualifié. Exactement. Ben oui, mais ça c'était drôle, hein. C'était cruel, hein. On voit que c'était pas mon idée à moi. Oui, mais moi ça me faisait rire quand t'arrivais et que tu fais oh merci, vous avez été des milliards à ne pas m'écrire. Et c'était vrai, c'était vrai. Hein. On n'a jamais eu une participation aussi haute. Putain, qu'est-ce que c'était drôle. Ah bah le monde entier avait pas écrit. Ça quand même, pour une petite chaîne qui débutait à l'époque, je trouve que c'est incroyable. Et en plus tu jouais bien comme ça. C'était un monument d'absurdité, c'était merveilleux. Oui, c'est vrai. J'étais absurde à l'époque. C'était mieux avant No Life. Ouais. Dans le cas où nous recevrions plus de 10 mails, dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'intégralité des gens qui regardent No Life ont envoyé un mail, donc ils seront disqualifiés automatiquement, et je me verrai obligé de garder les pochettes pour moi-même. Voilà. L'iPad est sorti sur le nouveau continent depuis un mois déjà, et malgré des débuts un peu mous en termes de vente, on constate l'apparition de nouvelles applications vidéoludiques. C'est le cas notamment de Small World for iPad. Développé par Days of Wonder, un éditeur franco-américain, à qui l'on doit notamment les Aventuriers du Rail ou le wargame Mémoire 44, le jeu de plateau Small World s'est déjà écoulé à plus de 60 000 exemplaires, une performance exceptionnelle dans le petit monde du jeu de société. Small World for iPad, c'est le résultat de la rencontre entre le jeu de société et le numérique. Certes, des jeux existaient déjà sous cette forme, comme Risk, mais l'iPad a au moins le mérite d'apporter une nouvelle dimension, notamment grâce au côté tactile de la bête. Enfin bon, nous ne sommes pas les mieux placés pour parler de Small World for iPad, surtout si nous avons l'occasion de laisser s'exprimer l'un de ceux qui ont travaillé sur le projet. Je suis Gérald, de la société Days of Wonder, qui édite des jeux de société, des jeux de plateau. Et j'ai collaboré au développement de Small World for iPad, qui est l'adaptation du jeu Small World, qui est un best-seller de jeux de plateau. Je suis développeur d'informatique à la base, donc j'ai toujours fait du software. Et donc mon travail consiste spécifiquement à développer des adaptations de jeux de plateau. Small World est un jeu de plateau qui se déroule dans un univers d'heroic fantasy, type Tolkien, mais qui ne se prend pas la tête au sens où on parle de squelettes volants, d'orques scouts. Et c'est un jeu de conquête qui se joue à 2 joueurs sur iPad. Et le but du jeu est de conquérir des régions, donc de faire le plus de points possible en un temps limité. Enfin pas en un temps limité, mais en un nombre de tours limité, 10 tours. Tout d'abord, Small World est un jeu qui connaît beaucoup de succès. Ça fait 1 an qu'il est sorti et il a eu beaucoup de récompenses et on a un fan club Small World assez enthousiaste. Donc il y a un public réceptif à ce jeu dans l'univers traditionnel des jeux de plateau. Et ensuite, le format du jeu se prête bien à l'iPad, au sens où une partie de Small World for iPad se fait en 1/4 d'heure et peut se faire rapidement dans un train, entre 2 activités autres. Et donc, ce jeu est tout à fait adapté à l'iPad. Il faut tout de même admettre que la transition du jeu de société au numérique n'a jamais été chose facile. C'est d'autant moins évident lorsque l'on parle de l'iPad qui n'est toujours pas sorti en France. Emplis de doutes, nous avons demandé à l'intéressé quelles étaient les motivations de Days of Wonder à explorer ainsi de nouvelles terres. Je suis un joueur occasionnel et justement, Days of Wonder s'adresse à la fois, on va dire, aux hardcore gamers de jeux de plateau, mais vraiment tente aussi et réussit à attaquer d'autres segments, d'autres marchés. Notre rêve, c'est que le grand-père puisse jouer avec son petit-fils et que toute la famille puisse passer un bon moment autour d'un jeu de plateau. La manière dont on voit la relation entre le jeu de plateau traditionnel et le jeu de plateau numérique, on voit ça comme un tout et comme un cercle vertueux. L'idée n'est pas d'abandonner le jeu de plateau et de faire du jeu de plateau numérique ou vice-versa. L'idée est de proposer des solutions alternatives pour que les gens puissent jouer au jeu à différentes occasions. Voilà. Donc on a vu des reviews par exemple de personnes qui n'avaient jamais joué au jeu de plateau traditionnel, qui ont acheté le jeu sur iPad, qui ont été contents du jeu et qui ont eu après l'envie d'acheter le jeu de plateau en boîte et vice versa. Bon, vu qu'on n'a pas encore le droit de toucher l'engin de Steve Jobs en France, on espère au moins une update spéciale sortie française. Nous avons fait une mise à jour de cette application qui contient donc des améliorations. Comme par exemple des nouveaux pouvoirs, des nouvelles races. Et là, nous apprêtons à soumettre une nouvelle mise à jour en préparation de la sortie européenne, enfin mondiale, mais a fortiori européenne, qui va inclure les traductions, enfin la version allemande et française du jeu, et qui contient aussi des sons in-game.
Small World n'a pas bougé du top 100 des applications téléchargées depuis son lancement aux US. On espère donc que son prix ne changera pas trop pour la sortie française. Sur le store, il est à 4,99$. Donc ça va être autour des 4 € en Europe. C'est un prix de lancement. Comme tout prix, il pourra être révisé par la suite. L'idée, bien sûr, c'est d'être à l'écoute de nos joueurs et d'améliorer le produit sans cesse afin d'être en accord avec les attentes des joueurs. Voilà, les fans de la firme à la pomme peuvent déjà précommander l'iPad, dont le prix définitif français devrait être annoncé au moment où vous verrez ce reportage. En tout cas, on espère que la graine plantée par Days of Wonder donne envie aux éditeurs de contribuer au grand arbre du jeu de plateau numérique. Et ce, même si on a un petit pincement au cœur lorsque l'on sait qu'on ne va pas lancer de dés. Et tu te souviens, Benoît, la première saison, quand tous les gens te comparaient à Davy? Genre, ah ouais, au moins Davy, il est drôle. Par contre, Benoît... Ouais. Bah, ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. Hein. Alors figure-toi que j'ai j'ai vu un message sur le forum là. C'est un mec qui s'appelle Ijarkor qui a laissé un petit message. Et alors c'est très gentil parce qu'il dit je viens de prendre un abonnement soutien et tout, tu vois, donc grâce à lui on peut continuer à faire de live. Et à la fin il a dit un petit mot que je voulais te lire là devant tout le monde. En tout cas bravo pour les programmes géniaux que vous créez. Grâce à vous j'ai découvert la J-Musique. Si vous tenez le coup, je finirai peut-être par comprendre l'humour de Benoît. C'est sur ce message d'espoir que je te propose de lancer Temps perdu. Bonjour, cela fait maintenant 3 ans que vous vous laissez bercer par les sirènes de la formule facile et vous ne savez toujours pas quoi faire durant vos heures supplémentaires. Bienvenue dans Temps perdu. Bon, à force de me l'entendre dire, vous devriez avoir compris que non, définitivement non, je n'aime pas Mario. Comme tout le monde, j'ai vaguement tâtonné Super Mario Bros sur NES durant ma tendre enfance. J'ai aussi dépensé mes rares deniers dans la version arcade de Donkey Kong, et j'ai eu droit à des heures de jeu sur les différents portages Game & Watch de ce personnage. Bref, je ne sais pas d'où ça me vient, mais je déteste Mario. Alors forcément, si l'on me propose de changer sa sale tête par au choix Samus, Megaman, Link, Simon Belmont ou encore Bill Riser, tout de suite je dis oui. Et si en plus on me donne la possibilité d'utiliser le gameplay de ces derniers à la place de cette cochonnerie à base de glissade non contrôlable et d'accélération foireuse, là je rends hommage et je dis yeah. Ce qui fait donc de Super Mario Crossover le jeu parfait pour moi, et probablement pour tout le monde d'ailleurs. Dans Ninja Pyro, Pencil Kids nous propose de retrouver les aventures de Bowja, son ninja fétiche. Mais attention, cette fois il n'est pas venu seul. Il est aujourd'hui accompagné d'un robot et d'un pirate. Alors qu'est-ce que ça change concrètement ? À vrai dire, pas grand-chose. Il s'agit toujours de cliquer sur les points signalés à l'écran dans le bon ordre, à la seule différence que les actions possibles ne sont pas les mêmes suivant le personnage que vous contrôlez. Sinon, c'est toujours aussi débordant de kawaii, toujours aussi sympathique à faire, et toujours un petit peu trop court. Dans Mouse Megatron, vous n'allez pas le croire, vous dirigez le formidable, l'incroyable Megatron, le pas petit robot. Et Megatron, comme la plupart des robots, il doit sauver la Terre des envahisseurs qui essaient de nous envahir, mais en même temps, s'ils ne le faisaient pas, ce ne seraient pas des envahisseurs, mais juste des mecs dans des costumes kitsch, mais là, c'est un autre débat. Et Megatron, qui ressemble quand même vachement à un Gundam, pour pouvoir repousser la menace des gens mal habillés, il doit remuer sa souris de son ordinateur pour pouvoir cogner les méchants mal fagotés. Enfin, plus précisément, c'est vous qui allez devoir remuer votre souris. Et ça donne un passe-temps, pas désagréable, mais qui fait mal au poignet. Je l'avoue, j'ai tendance à raconter un peu ma vie dans cette émission. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes nombreuses addictions. J'aime les réussites. Je peux passer des heures à remuer les paquets, puis poser délicatement chaque carte en espérant tomber sur un valet, un 6 ou encore cette cochonnerie d'as. Je peux aussi passer des heures entières, le nez collé devant l'écran à rechercher un 2, un 5 ou une dame. Alors forcément, quand je tombe sur Triptyque Solitaire 3D de Fête du Flash, pas la guerre, j'ai plus de vie. Des milliards de combinaisons possibles, un gameplay simple et sans faille, un tableau des scores à l'échelle mondiale, une replay value comme disent les journalistes anglophiles ou en manque d'inspiration, tout simplement infini, que du bonheur. Du bonheur durant des heures, des jours, des mois, bref, de quoi ne jamais oublier qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.
moi, je suis très content. Merci Jarkor, parce que c'est vrai que c'est pas un gars qui se braque tout de suite, qui dit qu'est-ce que c'est ce gros chauve là qui vient, qui monopolise tout l'écran et qui balance des bêtises et d'autres conneries. Non, lui au moins il dit je vais faire l'effort, je vais continuer à regarder et peut-être que je vais finir par apprécier. Ça, c'est quelqu'un à l'esprit ouvert. Ça, c'est bien. Au début des années 90, 2 éditeurs européens se livraient un combat sans merci pour la domination du marché du jeu sur ordinateur. Il y avait Psygnosis d'un côté et Océan de l'autre. Cette rivalité ne toucha pas uniquement les jeux d'action, mais aussi les jeux de réflexion. C'est ainsi que pour se mesurer aux Lemmings de Psygnosis, Océan créa Pushover, qui reste l'un des meilleurs puzzle games sortis à l'époque. Pushover est un de ces jeux alimentaires dont le Dr Lacave avait longuement parlé dans Hidden Palace. En l'occurrence, un jeu réalisé sous licence d'une célèbre marque anglaise de chips au fromage. Le jeu commence lorsque Colin Curly, la mascotte de la marque en question, égare accidentellement son paquet de chips. Heureusement, une brave fourmi nommée G.I. Ant se trouve dans les parages et va partir à la recherche des encas de Colin. Oui, clairement, le scénario ne vaut pas tripette, mais l'intérêt du jeu est ailleurs. Pour progresser dans le jeu, G.I. Ant doit disposer des dominos, puis effectuer une poussée afin de tous les faire tomber d'un coup. Un des dominos porte 3 stries rouges horizontales et ce domino, appelé la gâchette, doit impérativement être le dernier à tomber. En apparence simple, le jeu se complique assez rapidement en introduisant de nouveaux types de dominos aux effets divers et variés. Il y a le domino qui rebondit à l'infini, le domino qui se sépare en deux, le domino qui ne tombe qu'au bout de quelques secondes, le domino qui s'envole à la verticale, le domino qui crée un trou dans le sol ou celui qui au contraire colmate une brèche, ou encore celui qui disparaît après avoir été culbuté. Évidemment, le joueur n'a le droit qu'à une poussée et doit résoudre le tableau en temps limité. Mais le fait que le joueur doive contrôler physiquement G.I. Ant dans les niveaux et lui faire grimper des échelles ou gravir des plateformes vient encore compliquer sa tâche. En effet, le joueur ne doit très vite plus seulement se contenter de pousser un domino et d'admirer le résultat, mais profiter du temps que mettent les dominos à tomber pour atteindre la sortie ou déplacer des pièces dans le feu de l'action. Un plan d'action réglé au millimètre devient donc très vite nécessaire pour s'en sortir. Sans compter qu'il peut échouer si G.I. Ant tombe dans le vide ou se fait accidentellement écraser par un domino, ou si des dominos se brisent après une chute. Chaque niveau se complète en moins de 2 minutes, mais demandera souvent plusieurs essais au joueur avant de trouver la bonne solution. Chaque niveau terminé offre au joueur un jeton lui permettant de revenir au point avant la poussée, mais on se rend vite compte qu'il est plus simple de simplement recommencer le niveau. D'autant plus que par chance, il n'y a pas de limite au nombre d'essais. Pushover se révèle un jeu particulièrement addictif, car la solution semble toujours à portée de main sans être complètement évidente du premier coup. Le rythme du jeu est soutenu et encourage le joueur à ne pas lâcher le morceau. Le tutoriel du jeu est à ce titre particulièrement bien fait, puisqu'il enseigne aux joueurs les nouveaux types de dominos un par un, tout en complexifiant les puzzles au fur et à mesure d'une façon qui semble tout à fait logique et naturelle. Pushover est donc un excellent puzzle game, et même s'il n'a jamais eu la notoriété des Lemmings qu'il cherchait à concurrencer, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeux du genre. Le succès rencontré par Pushover poussa Océan à lui donner une suite peu connue, baptisée One Step Beyond. One Step Beyond est malheureusement nettement moins bon que l'original, mais au moins on peut reconnaître au développeur qu'il n'a pas choisi la facilité en proposant un gameplay bien différent. Cette fois-ci, on incarne directement Colin qui se retrouve aspiré dans son ordinateur alors qu'il était tranquillement en train de jouer à Pushover justement. Piégé dans ce monde virtuel, il doit encore et toujours retrouver ses maudits chips. Non, ne cherchez pas, ça n'a toujours aucun sens. Le principe du jeu est cette fois-ci de sauter de plateforme en plateforme. Colin peut effectuer des sauts plus ou moins longs, latéralement ou en diagonale. Lorsque l'on quitte une plateforme, celle-ci disparaît, et le but du jeu est d'arriver jusqu'au paquet de chips en trouvant une progression qui éliminera toutes les plateformes du tableau. Évidemment, certaines plateformes ont des effets étonnants sur les plateformes voisines, voire sur Colin lui-même. Et les tableaux deviennent de plus en plus complexes, comme on pouvait s'y attendre. Malgré une bande-son entraînante, One Step Beyond n'a pas le caractère dynamique et hautement addictif qui caractérisait Pushover. Ce n'est pas un mauvais jeu pour autant, mais par rapport à Pushover, il est clairement One Step Behind.
Shover est un des titres qui ont démontré qu'on pouvait concevoir des jeux de réflexion qui soient à la fois intelligents, palpitants, passionnants, addictifs et créatifs. Ce jeu avait donc vraiment tout pour plaire, et si vous n'êtes pas allergique au principe du Domino Day, on ne saurait trop vous recommander de vous offrir une séance de rattrapage avec cette sacrée fourmi. Et tu te souviens de la première saison? Quand t'étais jeune et fou et que tu mettais des CD sur tes seins? Oui, enfin sur mes seins, je mettais mes tétons dans les trous des CD, tu veux dire? Oui. Ouais, je m'en souviens. Et des pinces crocodiles aussi. C'était peut-être la saison 2 d'ailleurs. Ah, c'est pour ça que je m'en souvenais pas dans la saison 1. Quoique... Ah oui, mais ça tu le filmes pas. À l'époque, c'est pour ça. Je m'entraînais dans les couloirs, je faisais rire tout le monde. Ah, quel petit plaisantin. Quel bout en train. Ah, quelle catastrophe. Pour terminer, Claudine Schiffer, un ensemble chic-choc, signé Paco Rabanne, or blanc et platine. À vos platines donc avec votre amie Caroline, puisque c'est l'heure d'auto.